Tu utilises le zéro chaque fois que tu regardes l'heure. Chaque fois que tu fais un calcul, que tu consultes un calendrier, que tu lis un livre de médecine, que tu observes une carte du ciel. Ce symbole qui semble si évident, si naturel, si universel, quelqu'un l'a inventé. Et cette personne ne vivait pas en Grèce, pas à Rome, pas à Bagdad. Elle vivait dans un empire que l'histoire officielle a décidé, consciemment ou non, de reléguer dans le silence. Un empire qui, pendant près de 200 ans, fut peut-être la civilisation la plus avancée que la planète ait jamais portée. Imagine une ville au bord du Gange, au 5e siècle de notre ère. Pas une ville barbare, pas un campement de fortune, une métropole. Des bibliothèques qui rivalisent avec Alexandrie. Des universités qui accueillent des étudiants venus de Chine, de Perse, d'Asie centrale. Des chirurgiens qui opèrent les yeux. Des astronomes qui calculent la circonférence de la Terre avec une précision qui laissera l'Europe muette d'incompréhension 1000 ans plus tard. Des poètes qui écrivent des pièces de théâtre d'une profondeur psychologique que Shakespeare lui-même n'aurait pas renié. Pendant que l'Europe de cette époque brûlait ses bibliothèques et priait pour que les invasions s'arrêtent, quelque part en Inde, des hommes et des femmes réinventaient la condition humaine. L'Empire Gupta n'est pas un détail de l'histoire mondiale. C'est un continent englouti. Une Atlantide réelle, documentée, prouvée par des milliers d'inscriptions, de sculptures, de traités scientifiques et de textes philosophiques, et pourtant absente, presque systématiquement, des grandes narrations que l'Occident s'est racontées sur lui-même. Quand on parle d'âge d'or, on pense à Athènes, à la Renaissance italienne, au siècle des Lumières françaises. Mais il y a eu un autre âge d'or. Et on a décidé de ne pas en parler. Derrière cet empire, il y a des hommes qui dépassent la fiction. Un fondateur qui comprit que la puissance se construit avec des alliances avant de se construire avec des armées. Son fils, un guerrier poète qui conquit un sous-continent entier et laissa derrière lui non pas des cendres, mais des hymnes. Et un petit-fils qui régna sur un empire si stable, si brillant, si riche, que les marchands romains traversaient des océans pour venir y commercer, et que les philosophes du monde entier faisaient le pèlerinage de ces cours royales, comme d'autres faisaient le pèlerinage de Jérusalem. Ces hommes existent. Leurs noms sont gravés dans la pierre. Leur héritage bat encore dans les veines du monde moderne. Ce qui suit n'est pas une leçon d'histoire. C'est une correction. La correction d'un oubli qui dure depuis trop longtemps, entretenu par des siècles de récits construits pour servir certaines visions du monde et en effacer d'autres. L'Empire Gupta méritait une place dans la mémoire collective de l'humanité. Il ne l'a pas eue. Mais l'histoire, elle, ne disparaît jamais vraiment. Elle attend que quelqu'un ait la curiosité, la patience et l'honnêteté de la chercher là où on ne regarde jamais. Et ce qu'on trouve, quand on la cherche vraiment, change tout. Regarde ton téléphone. Regarde l'écran, les chiffres qui s'affichent, l'heure, la date, le pourcentage de batterie. Chaque fois que tu lis un de ces chiffres, tu utilises un système inventé à des milliers de kilomètres d'ici, il y a plus de 15 siècles, par des hommes dont tu n'as probablement jamais entendu le nom. Et voilà le premier mystère. Pas le plus grand, pas le plus profond, mais le plus immédiat. Comment est-il possible que quelque chose d'aussi fondamental, d'aussi universel, d'aussi central à toute notre civilisation moderne, ait une origine que presque personne ne connaît?
Il y a un concept sans lequel l'informatique n'existe pas, sans lequel la physique moderne s'effondre, sans lequel tu ne peux pas faire une addition à deux colonnes, ni mesurer une distance, ni même comprendre ce que signifie rien. Ce concept, c'est le zéro. Et le zéro n'est pas grec, il n'est pas romain. Les Romains d'ailleurs n'avaient pas de symbole pour le zéro, ce qui explique en partie pourquoi leurs mathématiques restèrent si limitées malgré leur génie militaire et administratif. Le zéro est né en Inde, dans un empire précis, à une époque précise, dans un contexte intellectuel si extraordinaire qu'il est difficile de l'imaginer sans avoir l'impression qu'on exagère. Mais on n'exagère pas. Cet empire s'appelait l'Empire Gupta. Il régna sur le sous-continent indien pendant environ 200 ans, du milieu du IIIe siècle jusqu'au début du VIe siècle de notre ère. 200 ans, c'est court à l'échelle de l'histoire. Mais il y a des périodes courtes qui changent tout, et des millénaires entiers qui ne changent rien. Ce que les Gupta accomplirent pendant ces 2 siècles dépasse, en termes d'impact sur la civilisation humaine, ce que la plupart des empires ont produit en 1000 ans. Et pourtant, si tu demandes à 100 personnes dans la rue de te citer un empire indien ancien, 99 te répondront les Moghols, peut-être Ashoka, parfois Chandragupta Maurya. Les Gupta, silence. Voilà la vraie question. Pas que firent les Gupta, parce qu'on va y répondre, et la réponse va te couper le souffle. La vraie question c'est pourquoi est-ce qu'on ne le sait pas? Pourquoi un empire qui inventa le zéro, qui calcula la valeur de pi avec une précision que l'Europe n'atteindra pas avant 1000 ans, qui développa la chirurgie de la cataracte, qui produisit une littérature d'une sophistication psychologique stupéfiante, qui théorisa la rotondité de la Terre et la durée de l'année solaire avec une exactitude remarquable, pourquoi cet empire est-il absent de la mémoire collective mondiale? C'est là que réside la vraie puissance des Gupta. Pas dans leurs armées, pas dans leur territoire, même si les deux étaient impressionnants. Leur puissance réelle était dans leur capacité à créer un environnement où l'intelligence pouvait se déployer librement. L'université de Nalanda, fondée sous les Gupta, accueillit jusqu'à 10 000 étudiants et 2000 professeurs à son apogée. Des étudiants venus de Chine, du Tibet, de Perse, de l'Asie du Sud-Est faisaient des semaines de voyage pour y étudier les mathématiques, la médecine, la philosophie, la linguistique et la théologie. Alors voilà le pacte qu'on va sceller maintenant. Je vais te raconter l'histoire complète des Gupta. Pas la version édulcorée, pas le résumé de 3 lignes qu'on trouve dans les encyclopédies occidentales. L'histoire vraie. Celle des hommes qui construisirent cet empire depuis rien. Celle des génies qui le peuplèrent. Celle de sa splendeur et de sa chute. Et à la fin, on va revenir sur cette question qui brûle déjà. Pourquoi est-ce qu'on ne t'a jamais raconté ça? Parce que la réponse à cette question, je te préviens, dit autant de choses sur aujourd'hui que sur le passé. Reste là. Ce qu'on va découvrir ensemble dépasse de très loin ce que tu imagines. Avant de comprendre ce que les Gupta construisirent, il faut regarder en face ce qu'il y avait avant eux. Et ce qu'il y avait avant eux, c'était un désastre. Pas un désastre spectaculaire, pas une apocalypse soudaine. Quelque chose de bien plus insidieux. Un effritement lent, systématique, presque invisible à ceux qui le vivaient. Comme une maison qui se fissure si progressivement que ses habitants s'habituent aux lézardes sur les murs et finissent par ne plus les voir. Le sous-continent indien au IIIe siècle de notre ère était une mosaïque fracturée de royaumes rivaux, de loyautés contradictoires et de frontières redessinées par chaque nouvelle saison militaire. Ce monde-là n'attendait pas un sauveur. Il ne croyait plus au sauveur. Pour comprendre à quel point la situation était grave, il faut remonter un peu. Pendant 3 siècles, c'est l'empire Maurya
qui avait été le centre de gravité de l'Inde. Un empire immense, colossal, fondé par Chandragupta Maurya, pas le même que notre Chandragupta Gupta, attention, les noms vont se ressembler, et c'est là que tout le monde se perd, et porté à son apogée par Ashoka, le roi philosophe qui avait embrassé le bouddhisme après le carnage de la guerre de Kalinga et décidé de gouverner par la vertu plutôt que par la terreur. Cet empire Maurya avait unifié une grande partie du sous-continent. Il avait créé des routes, des administrations, une monnaie commune, une vision partagée. Et puis il s'était effondré. Vers 185 avant notre ère, assassiné de l'intérieur, dévoré par ses propres contradictions dynastiques et militaires. Après la chute des Maurya, l'Inde entra dans une période que les historiens appellent parfois, avec une diplomatie tout académique, l'ère des royaumes régionaux. Traduction honnête, le chaos. Des dizaines de dynasties locales se disputèrent les ruines de l'empire défunt. Les Shunga au nord, les Satavahana au Décan, les Chera, Chola et Pandya dans le sud. Des royaumes indo-grecs dans le nord-ouest, héritage des conquêtes d'Alexandre le Grand, qui avaient créé une culture fascinante et hybride, mais politiquement instable. Des royaumes indo-parthes ensuite, des Sakas, qui descendirent des steppes d'Asie centrale. Chaque nouveau venu apportait sa propre langue, ses propres dieux, ses propres ambitions, et repartait souvent en laissant derrière lui plus de ruines que de fondations. Et puis vinrent les Kushan. Voilà un empire dont on parle encore moins que des Guptas, ce qui est dire. Les Kushan étaient originaires d'Asie centrale, héritiers d'un peuple nomade appelé les Yuezhi, que les Chinois avaient chassés de leurs frontières quelques siècles plus tôt. Ils s'installèrent dans le nord du sous-continent et construisirent un empire commercial remarquable, un carrefour entre Rome, la Perse, la Chine et l'Inde. Le grand roi Kushan Kanishka favorisa le bouddhisme et permit à cette religion de se répandre vers l'Asie centrale et la Chine. Mais à leur apogée, les Kushan contrôlaient ce qui correspond aujourd'hui à l'Afghanistan, au Pakistan et au nord de l'Inde. Et à leur déclin, ils laissèrent derrière eux un vide de pouvoir béant que personne ne semblait capable de combler. C'est dans ce vide que surgissent les Guptas. Mais pour bien mesurer ce que représenta leur apparition, imagine ce que vivait un paysan ordinaire dans l'Inde du IIIe siècle. Son village a changé de maître 4 fois en 2 générations. Les taxes arrivent, mais les routes ne sont pas entretenues. Les marchands qui passaient autrefois avec leurs caravanes se font de plus en plus rares. Trop risqués, trop de péages, trop d'insécurité. Son fils aîné a été enrôlé de force dans l'armée d'un seigneur local dont il ne connaissait même pas le nom il y a 6 mois. Ses récoltes alimentent des guerres auxquelles il ne comprend rien. Il ne sait pas ce qu'est un empire. Il sait que la vie est dure, que les mauvaises années tuent, et que personne ne semble être en charge de quoi que ce soit qui ressemble à l'intérêt commun. Cette réalité ordinaire, ce quotidien écrasant, est le terreau dans lequel les Guptas vont planter leurs projets. Parce que construire un empire sur des ruines, c'est une chose. Construire un empire sur des ruines habitées par des gens qui ont appris à ne croire en rien, c'est autre chose entièrement. Ce n'est pas une campagne militaire, c'est une opération de reconquête psychologique autant que territoriale. Il faut convaincre des populations traumatisées par des siècles d'instabilité que cette fois c'est différent. Que cette fois, le centre va tenir. Que cette fois, il vaut la peine d'investir, de planter des arbres dont on ne verra pas les fruits, de construire des bâtiments en pierre plutôt qu'en bois, de former des enfants à des métiers qui supposent un avenir. Mais le défi militaire n'était pas moins immense. En l'an 240 de notre ère environ, les Guptas ne sont qu'une famille de propriétaires terriens dans la région du Magadha, au cœur de l'actuel Bihar. Pas des conquérants, pas des héros épiques, des gens avec des terres, des ambitions et une intelligence politique suffisante pour lire correctement un moment historique. Ils n'avaient pas d'armée capable de défier les grandes puissances régionales. Ils n'avaient pas de réseau diplomatique étendu.
Ce qu'ils avaient, c'était quelque chose de beaucoup plus rare et beaucoup plus précieux. La capacité de voir, dans un chaos que tout le monde subissait, une opportunité que personne d'autre n'avait encore identifiée. L'opportunité, la voilà. Quand tout est fragmenté, quand personne ne fait confiance à personne, quand chaque alliance dure le temps d'une saison militaire, la valeur de la stabilité devient inestimable. Celui qui peut offrir la stabilité, vraie ou seulement crédible, obtient une loyauté que l'argent et la violence n'achètent jamais aussi bien. Les Gupta comprirent cela avant tout le monde. Et ils comprirent aussi quelque chose d'encore plus subtil. Dans un world où la force brute est la monnaie courante, celui qui combine la force avec la légitimité culturelle et religieuse crée quelque chose que les armées seules ne peuvent pas détruire. Pas un empire ordinaire, une idée d'empire. Et les idées sont beaucoup plus difficiles à tuer que les rois. Il y a un dernier élément du contexte qu'il faut poser avant d'entrer dans le vif du sujet, parce qu'il éclaire tout ce qui va suivre. L'Inde de cette époque n'était pas seulement politiquement fragmentée. Elle était aussi intellectuellement et spirituellement en ébullition. Le bouddhisme, le jaïnisme et les nombreuses écoles du brahmanisme védique coexistaient, se disputaient, se fertilisaient mutuellement. Des textes philosophiques d'une profondeur extraordinaire circulaient dans des manuscrits copiés à la main par des moines et des pandits. Des traditions mathématiques, astronomiques et médicales s'étaient développées indépendamment dans différentes régions. Il existait, dispersé aux quatre coins du sous-continent, un potentiel intellectuel brut, non coordonné, sans institution pour le rassembler et sans mécène pour le financer. Tout ce savoir attendait quelqu'un. Quelqu'un avec la vision, les ressources et la volonté politique de créer les conditions dans lesquelles il pourrait s'épanouir. Les Gupta allaient être ce quelqu'un. Mais d'abord, il fallait que quelqu'un commence. Et ce quelqu'un s'appelait Srigupta. Il y a une façon romantique de raconter la naissance des empires, et il y a la façon honnête. La façon romantique, c'est le héros qui sort de nulle part, l'épée levée, la vision claire, les foules qui le suivent parce qu'elles sentent instinctivement sa grandeur. La façon honnête, c'est souvent beaucoup plus froide, beaucoup plus calculée et beaucoup plus intéressante. Chandragupta Ier, le vrai fondateur de l'empire Gupta, celui qui transforma une famille de propriétaires terriens en dynastie régnante, n'est pas entré dans l'histoire avec une armée. Il y est entré avec une alliance matrimoniale. Et ce détail, que beaucoup d'historiens traitent comme une anecdote, est en réalité la clé de tout ce qui va suivre. Avant lui, il y avait Srigupta, l'ancêtre éponyme dont on sait peu de choses, sinon qu'il régnait sur un petit territoire dans la région du Magadha et portait un titre modeste, Maharaja, grand roi, mais un titre que portaient des dizaines de seigneurs régionaux à la même époque. Puis Ghatotkacha, son fils, qui consolida légèrement ce domaine sans le transformer fondamentalement. Ces deux hommes posèrent les fondations, accumulèrent des ressources, construisirent des réseaux locaux. Mais ce qu'ils ne firent pas, ou ne purent pas faire, c'est le saut qualitatif qui transforme un pouvoir local en puissance régionale. Ce saut, c'est Chandragupta Ier qui l'accomplit. Et il l'accomplit en comprenant quelque chose que beaucoup de ses contemporains, obsédés par la logique militaire, avaient complètement raté. Les Lichavis. Voilà un nom qu'il faut retenir, parce que sans les Lichavis, il n'y a pas d'empire Gupta. Les Lichavis étaient un clan noble du nord du Bihar, héritier d'une des plus anciennes républiques de l'histoire indienne. Une tradition politique qui remontait à l'époque de Bouddha lui-même, dont la mère, selon la tradition, était d'origine Lichavi. Leur prestige était immense, leur légitimité profonde, leur réseau d'alliances étendu. Dans un monde où la noblesse de sang comptait autant que la puissance militaire, s'allier aux Lichavis, c'était s'acheter instantanément une crédibilité que des décennies de conquêtes n'auraient pas pu construire aussi solidement. Chandragupta Ier le comprit. Il épousa Kumara Devi, une princesse Lichavi, probablement aux alentours de l'an 320 de notre ère. Ce mariage changea tout. Mais attention,
Réduire ce geste à du cynisme politique pur serait une erreur. Les sources de l'époque, notamment les pièces de monnaie frappées sous Chandragupta Ier, montrent quelque chose de remarquable. Le nom de Kumaradevi y apparaît aux côtés du sien. Sur les monnaies royales indiennes de cette époque, le nom d'une femme sur la pièce du souverain, c'est sans précédent. Ce n'est pas un détail protocolaire, c'est une déclaration politique. Chandragupta Ier ne cachait pas l'origine de sa légitimité renforcée, il la célébrait. Il disait à tous ceux qui tenaient une de ces pièces dans leurs mains, « Cette alliance n'est pas une honte, c'est une fierté. Ce n'est pas la faiblesse d'un homme qui avait besoin d'un beau-père puissant. C'est la sagesse d'un homme qui comprenait que le pouvoir partagé avec les bons partenaires vaut plus que le pouvoir solitaire. » Avec cette alliance comme tremplin, Chandragupta Ier commença à étendre son territoire. Mais sa méthode d'expansion mérite qu'on s'y arrête, parce qu'elle préfigure exactement ce que son fils portera à un niveau de maîtrise absolu. Chandragupta Ier n'était pas un conquérant au sens classique du terme. Il ne cherchait pas à dévaster ses voisins, à les humilier, à raser leur ville pour en faire des exemples. Sa logique était plus proche de ce que ferait aujourd'hui une entreprise intelligente en phase d'expansion. Il absorbait, il intégrait, il négociait. Les royaumes qui rejoignaient sa sphère d'influence conservaient souvent leur structure locale, leurs chefs, leurs traditions. Ce qu'il prenait, c'était la loyauté, le tribut et la capacité militaire. Ce qu'il laissait, c'était tout le reste. Et cette approche créait quelque chose de beaucoup plus stable qu'une conquête brutale. Elle créait des alliés qui avaient intérêt au maintien de l'ordre Gupta, plutôt que des sujets qui attendaient la première occasion de se révolter. Vers l'an 320 de notre ère, Chandragupta Ier prit un titre que personne dans le sous-continent n'avait osé revendiquer depuis longtemps. Maharaja Dhiraja, roi des grands rois. Ce n'est pas une nuance linguistique anodine, c'est une déclaration d'hégémonie. Cela signifie « il y a des rois, et au-dessus de tous ces rois, il y a moi ». C'est une affirmation de souveraineté universelle qui reprend directement le vocabulaire politique des grands empires du passé, notamment des Mauryas. En revendiquant ce titre, Chandragupta Ier ne se comparait pas aux petits seigneurs régionaux de son époque. Il se plaçait dans la lignée des grands unificateurs. Il disait « Ce qui commence ici n'est pas un royaume de plus. C'est quelque chose de différent. C'est quelque chose de nouveau. » Mais ce qui rend Chandragupta Ier véritablement remarquable, ce n'est pas seulement ce qu'il construisit, c'est ce qu'il prépara. À un moment de sa vie, alors qu'il était encore en pleine possession de ses capacités, il prit une décision que peu de souverains de l'histoire ont eu la sagesse ou l'humilité de prendre. Il choisit son successeur avec soin, il lui transmit un empire consolidé plutôt qu'un chantier en cours, et il s'effaça. Son fils, Samudragupta, reçut le pouvoir dans des conditions qui lui permettaient non pas de simplement maintenir ce que son père avait bâti, mais de le transformer en quelque chose d'entièrement différent. Ce transfert de pouvoir ordonné, dans une époque où les guerres de succession déchiraient régulièrement les dynasties les plus solides, est lui-même une forme de génie politique. Il y a un moment précis que les sources décrivent, ou du moins ce que les historiens ont reconstruit à partir des inscriptions et des chroniques postérieures, qui illustrent parfaitement ce que Chandragupta Ier avait compris sur le pouvoir. Lors de la désignation de Samudragupta comme héritier, d'autres princes, ses propres fils ou des proches de la famille royale, auraient manifesté leur mécontentement. La scène classique, répétée dans l'histoire de tous les empires, les rivalités dynastiques qui menacent de déchirer le tissu qu'une génération a mis des décennies à tisser. Chandragupta Ier n'écrasa pas ses oppositions dans le sang. Il les géra. Il les neutralisa politiquement. Et Samudragupta monta sur le trône dans des conditions suffisamment stables pour pouvoir immédiatement tourner son regard vers l'extérieur plutôt que vers l'intérieur. Voilà ce que fut Chandragupta Ier dans l'histoire des Gupta. Le fondateur discret, le stratège de l'ombre, l'homme qui comprit avant tout le monde que dans un monde fracturé, la première victoire n'est pas militaire,
Elle est matrimoniale, diplomatique, symbolique. Il n'a pas la flamboyance de son fils. Il n'a pas la légende de son petit-fils. Les manuels d'histoire, quand ils daignent le mentionner, l'expédient en quelques lignes avant de passer aux choses sérieuses. Mais sans lui, sans ce mariage calculé avec les Lichavi, sans cette lente construction d'une légitimité composite, sans cette transmission soigneuse du pouvoir à un successeur taillé pour la grandeur, sans tout cela, il n'y a pas d'âge d'or. Il n'y a pas de zéro. Il n'y a pas de Nalanda. Il n'y a pas d'histoire à raconter. Les empires ne naissent pas des épées seules. Ils naissent des hommes qui comprennent que la vraie puissance se construit dans les salles de négociation avant de se confirmer sur les champs de bataille. Il existe un document gravé dans la pierre, toujours visible aujourd'hui à Allahabad, qui liste les conquêtes de Samudragupta avec une précision qui coupe le souffle. Des dizaines de rois vaincus, des territoires qui s'étendent du nord jusqu'aux confins du sud du sous-continent, des tribus forestières soumises, des royaumes frontaliers qui envoyèrent des ambassades et des tribus sans même attendre d'être attaqués. Et à la fin de cette liste vertigineuse de victoires militaires, le document ajoute quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'aucune inscription de victoire romaine ou perse n'aurait jamais pensé à mentionner. Que ce roi était aussi un poète accompli, un musicien de génie et un protecteur des lettres et des arts. Voilà Samudragupta. Voilà l'homme qui transforma un royaume prometteur en empire continental. Et voilà pourquoi il est, à bien des égards, l'homme le plus fascinant de toute cette histoire. Samudragupta monta sur le trône vers l'an 335 de notre ère, dans des circonstances que les sources décrivent comme tendues. Son père l'avait choisi parmi plusieurs prétendants, et ce choix n'avait pas fait l'unanimité. Dès le début, Samudragupta dut s'imposer, pas seulement à ses ennemis extérieurs, mais à sa propre cour, à ses propres frères, aux factions qui avaient parié sur un autre cheval. Cette pression initiale forgea quelque chose dans son caractère, une détermination absolue, une capacité à agir vite et fort quand la situation l'exigeait, et une intelligence politique suffisamment aiguisée pour distinguer les ennemis qu'il fallait écraser de ceux qu'il valait mieux amadouer. Cette distinction allait devenir sa signature. Sa première campagne militaire ciblait les royaumes du nord de l'Inde, ses voisins immédiats, ceux dont la proximité en faisait à la fois les menaces les plus pressantes et les acquisitions les plus stratégiques. Ici, sa méthode fut directe, conquête totale, annexion complète, intégration dans le domaine impérial Gupta. Pas de roi fantoche laissé sur place, pas d'autonomie préservée. Ces territoires devinrent des provinces administrées depuis le centre. La raison de cette dureté relative n'était pas la cruauté, c'était la géographie. Le nord de l'Inde, le cœur du Gange, était le socle économique et démographique de tout empire viable. Le contrôler directement, sans intermédiaire, sans loyauté divisée, était une nécessité stratégique absolue. Samudragupta le comprit et agit en conséquence, sans hésitation ni sentimentalisme. Mais c'est dans le sud que sa vraie se révèle. Parce que quand Samudragupta descendit vers le Décan et les royaumes du sud, il fit quelque chose que personne n'attendait. Il les vainquit. Il les domina totalement sur le terrain militaire. Et ensuite, il les libéra. Il rendit leur trône aux rois qu'il venait de défaire, en échange de leur soumission formelle, de tribus réguliers et d'une reconnaissance de la suprématie Gupta. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du génie. Gouverner un sous-continent aussi vaste, aussi diversifié linguistiquement et culturellement que l'Inde, par la force directe seule, aurait épuisé n'importe quelle administration. En créant à la place un système de royaumes vassaux qui gardaient leur autonomie locale mais reconnaissaient l'autorité suprême des Gupta, Samudragupta construisit quelque chose de beaucoup plus durable qu'un empire de garnisons et de gouverneurs imposés. L'inscription d'Allahabad, rédigée par son poète de cour Harishena, décrit cette campagne du Sud avec un vocabulaire qui oscille entre le rapport militaire et le poème épique. C'est en soi révélateur de la cour que Samudragupta avait construite, un endroit où le scribe qui gravait les victoires du roi
était aussi un artiste capable de les transformer en littérature. 12 rois du Sud furent capturés, humiliés rituellement, puis relâchés et réinstallés. 9 royaumes des régions frontalières nordiques devinrent tributaires sans combat. Les îles de l'actuel Sri Lanka envoyèrent des ambassades. Les royaumes de l'Asie du Sud-Est firent de même. À l'ouest, des dynasties qui contrôlaient ce qui correspond aujourd'hui au Rajasthan et au Gujarat reconnurent la suprématie Gupta. Samudragupta n'avait pas conquis l'Inde. Il l'avait réorganisée autour de lui-même, comme un soleil autour duquel les planètes s'alignent, non pas parce qu'elles y sont forcées, mais parce que la gravité ne leur laisse pas d'autre choix. Et maintenant, la partie que les livres d'histoire militaire omettent presque toujours. Samudragupta était musicien. Pas de façon anecdotique, pas comme un hobby de roi qui gratte une vieille entre 2 batailles. Les sources le décrivent comme un virtuose de la vina, l'instrument à cordes classique de la musique indienne. Des pièces de monnaie frappées sous son règne le montrent jouant de cet instrument. Une image extraordinaire sur une monnaie royale, dans une époque où les souverains se faisaient invariablement représenter en guerriers ou en divinités. Il choisit de se montrer musicien. Il choisit cette image comme l'une de ses identités publiques. Cela dit quelque chose d'essentiel sur ce qu'il voulait que son empire représente. Pas seulement la puissance, mais la culture. Pas seulement la domination, mais la civilisation. Il était aussi poète, et ses contemporains le considéraient comme un Kaviraja, un roi des poètes. Ce titre n'était pas honorifique au sens creux du terme. Dans la tradition indienne classique, la poésie était une forme de connaissance aussi sérieuse que la philosophie ou les mathématiques. Être reconnu comme maître de la poésie, c'était être reconnu comme quelqu'un qui comprenait les mécanismes les plus profonds du langage, de l'émotion et de la réalité. Samudragupta n'était pas un roi qui aimait la culture. Il était culturellement formé au même niveau que ses meilleurs artistes et penseurs. Et cette formation changea fondamentalement la noue de sa cour, de ses priorités et de l'empire qu'il construisit. Parce que c'est sous Samudragupta que la cour Gupta commença à devenir ce qu'elle atteindra sous son fils, le centre intellectuel et artistique du monde connu. Les savants y étaient attirés, financés, protégés. Les débats philosophiques y étaient encouragés entre représentants du brahmanisme, du bouddhisme et du jaïnisme. Les artisans y trouvaient des commandes royales qui leur permettaient de pousser leur art au-delà de ce que le marché ordinaire aurait jamais financé. Une cour royale est toujours un miroir grossissant de son souverain. La cour de Samudragupta reflétait un homme qui croyait que la grandeur d'un empire se mesure autant à ses poèmes qu'à ses batailles. L'historien britannique Vincent Smith, au début du XXe siècle, fut le premier occidental à comparer Samudragupta à Napoléon Bonaparte. La comparaison est flatteuse pour les deux, et imparfaite pour les deux, comme toutes les comparaisons à travers les siècles. Mais il y a un point où elle tient vraiment. Comme Napoléon, Samudragupta était un génie militaire doublé d'un réformateur administratif, doublé d'un mécène culturel. Le tout dans un seul corps, une seule vie, un seul règne. Et comme Napoléon, il laissa derrière lui un empire si vaste, si complexe, si dépendant de son énergie personnelle, que la question de sa durabilité se posa dès sa mort. La réponse, dans le cas des Gupta, fut plus heureuse que dans le cas français. Parce que le fils qui lui succéda était, à sa façon, encore plus remarquable. Pas comme guerrier, comme architecte d'une civilisation. Il y a des règnes qui consolident, il y a des règnes qui étendent, et puis il y a des règnes rares, extraordinairement rares, où tout se met en place en même temps. La puissance militaire, la prospérité économique, l'effervescence intellectuelle, la stabilité politique. Comme si l'histoire retenait son souffle et offrait à une civilisation le meilleur d'elle-même pendant quelques décennies. Le règne de Chandragupta II, que la tradition indienne appela Vikramaditya, le soleil de la valeur, fut l'un de ces moments.
peut-être le plus accompli que le sous-continent indien ait jamais connu. Et pourtant, en dehors des spécialistes, son nom reste presque inconnu dans le monde occidental. C'est une injustice qui mérite d'être réparée mot par mot. Chandragupta II monta sur le trône vers l'an 380 de notre ère, dans des circonstances qui ne manquèrent pas de dramaturgie. Les sources suggèrent qu'il dut d'abord écarter un frère rival, Ramagupta, dont le règne bref et apparemment désastreux aurait conduit à une humiliation nationale face aux envahisseurs Saka. La légende, et il est difficile ici de démêler histoire et récit mythologique, dit que Chandragupta II prit personnellement en charge la correction de cette humiliation, se déguisant en femme pour s'infiltrer dans le camp ennemi et éliminer le chef Saka qui avait exigé la reine comme tribu. Que ce récit soit littéralement vrai ou symboliquement construit, il dit quelque chose d'essentiel sur la façon dont les Gupta voulaient que leur roi soit perçu. Un homme d'action personnelle, de courage direct, qui ne délègue pas ce qu'il peut accomplir lui-même. Sur le plan militaire, Chandragupta II acheva ce que son père avait commencé. La campagne contre les Sakas de l'Ouest fut le grand fait d'armes de son règne. Les Sakas contrôlaient le Gujarat et le Malwa, des territoires d'une valeur stratégique et économique considérable, notamment parce qu'ils donnaient accès aux ports de la côte occidentale de l'Inde, par lesquels transitait le commerce maritime avec la Perse, l'Arabie et l'Empire romain. En les battant et en les incorporant à l'Empire Gupta, Chandragupta II ne fit pas que grandir son territoire. Il branchait son empire sur les routes commerciales les plus lucratives du monde antique. L'or romain arriva. Les marchands persans arrivèrent. Et avec eux, les idées, les techniques, les matériaux qui allaient fertiliser encore davantage une civilisation déjà en pleine ébullition créative. L'étendue de l'Empire sous Chandragupta II était vertigineuse. De l'actuel Afghanistan à l'est jusqu'au Bengale, du pied de l'Himalaya au nord jusqu'aux royaumes vassaux du Deccan au sud, une superficie comparable à celle de l'Europe occidentale, administrée avec une sophistication bureaucratique remarquable pour l'époque. Des inscriptions retrouvées dans des régions aussi distantes les unes des autres témoignent d'une administration cohérente, d'un système fiscal organisé, d'une justice rendue selon des principes codifiés. Ce n'était pas un empire de pillage qui vivait de ses conquêtes, c'était un empire de gouvernance qui investissait dans ses infrastructures et créait les conditions d'une prospérité durable. Mais ce qui distingue vraiment le règne de Chandragupta II de tous les autres, c'est sa cour. La cour de Vikramaditya est entrée dans la légende indienne sous le nom des Navaratna, les 9 joyaux. 9 génies, dans des domaines aussi différents que la poésie, les mathématiques, l'astronomie, la médecine, la lexicographie et la philosophie, réunis autour d'un même roi, financés par le même trésor royal, stimulés par la même émulation intellectuelle. L'équivalent le plus proche que l'histoire occidentale puisse offrir serait peut-être la Florence des Médicis, 5 siècles plus tard, mais même cette comparaison sous-estime ce que représentèrent les Navaratna, parce que la diversité disciplinaire de la cour Gupta était bien plus large que le foyer essentiellement artistique de la Renaissance italienne. Parmi ces 9 joyaux, il y avait Kalidasa, dont on parlera plus longuement parce qu'il mérite un chapitre entier. Il y avait Aryabhata, le mathématicien astronome dont les découvertes allaient irriguer la mondiale pendant des siècles. Il y avait Dhanvantari, le médecin royal dont les travaux codifiaient et affinaient une tradition médicale indienne d'une sophistication stupéfiante. Il y avait Amarasima, dont le dictionnaire sanskrit, l'Amarakosha, reste une référence fondamentale de la linguistique indienne jusqu'à aujourd'hui. Ces hommes ne travaillaient pas dans des tours d'ivoire isolées. Ils se côtoyaient, débattaient, se challengeaient mutuellement. Le mathématicien discutait avec le poète, l'astronome débattait avec le philosophe. Cette pollinisation croisée entre disciplines produisit des résultats qu'aucune de ces disciplines n'aurait atteints en travaillant en silo. Le voyageur chinois Faxian, qui visita l'empire Gupta sous le règne de Chandragupta II aux alentours de l'an 400 de notre ère, laissa des chroniques d'une valeur historique inestimable. Ce qu'il décrivit n'était pas ce qu'un observateur étranger s'attendait à trouver dans un empire de cette taille et de cette puissance.
Pas de garnison oppressive dans les rues. Pas de taxes arbitraires qui écrasaient les marchands. La population semblait prospère, libre de se déplacer, libre de pratiquer sa religion. Les hôpitaux étaient gratuits. Faxian le note explicitement, avec une surprise qui dit beaucoup sur ce que la plupart des voyageurs de l'époque avaient l'habitude de voir ailleurs. Les médecins y soignaient les pauvres sans les faire payer. Un empire qui soignait ses pauvres gratuitement au 5e siècle de notre ère, laisse cette idée se déposer un instant. La tolérance religieuse de Chandragupta II mérite elle aussi qu'on s'y attarde, parce qu'elle allait à contre-courant de ce que faisaient la plupart des grands empires de l'époque. Chandragupta II était personnellement dévot à Vishnu, une forme du brahmanisme. Il fit construire des temples magnifiques, finança des rituels, adopta des symboles religieux hindous comme marqueurs de sa royauté sacrée. Mais il ne persécuta ni les bouddhistes ni les jains. Les monastères bouddhistes prospérèrent sous son règne. Les pèlerins étrangers comme Faxian pouvaient voyager librement à travers l'empire pour visiter les sites sacrés du bouddhisme. Cette coexistence n'était pas la résignation d'un roi trop faible pour imposer son culte. C'était le choix délibéré d'un souverain qui avait compris que la diversité religieuse, gérée intelligemment, renforce la cohésion sociale plutôt qu'elle ne la menace. Quand Chandragupta II mourut, vers l'an 415 de notre ère, il laissait derrière lui un empire à son apogée absolu. Ses successeurs immédiats, Kumaragupta Ier et Skandagupta, maintinrent l'essentiel de cet édifice pendant encore plusieurs décennies. Mais il y a dans l'histoire des empires un moment de perfection qui ne se répète pas. Un pic, après lequel la pente, même douce au début, est inexorable. Ce pic, pour les Gupta, c'était le règne de Vikramaditya. Et si tu te demandes pourquoi cette perfection ne dura pas, pourquoi elle ne pouvait pas durer, la réponse arrive bientôt. Mais avant de parler de la chute, il faut comprendre ce que cet empire produisit dans ses années de gloire. Parce que ce qu'il produisit changea le monde. Littéralement. Voici un exercice. Pense à la dernière fois que tu as utilisé un système de numération décimale. Ce matin, peut-être, en regardant le prix de quelque chose. Ou hier soir, en calculant quelque chose sur ton téléphone. Ce système, 10 chiffres, une position qui détermine la valeur, un zéro qui permet de représenter l'absence, est si naturel, si évident, que la plupart des gens n'imaginent même pas qu'il ait pu être inventé. Comme si les nombres avaient toujours existé sous cette forme. Ils n'ont pas toujours existé sous cette forme. Quelqu'un les a construits ainsi. Et ce quelqu'un vivait dans l'empire Gupta, au 5e siècle de notre ère, dans une université financée par des rois qui croyaient que la connaissance était la forme la plus haute du pouvoir. Commençons par Aryabhata, parce que son cas est le plus saisissant. En 499 de notre ère, à 23 ans, il écrit l'Aryabhatiya. Ce traité de 118 vers, oui, des vers, parce que dans la tradition indienne classique, les formules mathématiques s'écrivent en mètres poétiques pour faciliter la mémorisation. Contient des révolutions scientifiques empilées les unes sur les autres comme des explosifs dans une cave. Il donne une valeur de pi égale à 3,1415. Précise que c'est une approximation, et cette précision épistémologique, l'honnêteté de dire « je sais que ce n'est pas exact, mais c'est la meilleure approximation disponible », est elle-même une révolution dans la façon de penser les mathématiques. Il explique que la Terre est une sphère qui tourne sur son propre axe. Il calcule la durée de l'année solaire à 365 jours, 6 heures, 12 minutes et 30 secondes. La valeur moderne est de 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 46 secondes. L'écart est de 23 minutes sur une année entière. Au 5e siècle de notre ère, sans télescope, sans satellite, sans aucun instrument de mesure que nous reconnaîtrions comme tel. Mais Aryabhata n'était pas seul.
Brahmagupta, qui travailla 2 siècles plus tard dans la même tradition intellectuelle Gupta, formalisa les règles arithmétiques du zéro. 0 plus n'importe quel nombre égale ce nombre. 0 fois n'importe quel nombre égale 0. Des règles qui semblent triviales aujourd'hui et qui ne l'étaient pas du tout. Les Grecs avaient eu Euclide, Archimède, Pythagore, des génies absolus. Mais leur système de numération, basé sur des lettres de l'alphabet, rendait les calculs complexes extraordinairement laborieux. Multiplier 2 grands nombres en notation grecque ou romaine est un cauchemar. En notation décimale indienne, c'est une procédure mécanique qu'un enfant de 10 ans peut apprendre en une semaine. Ce changement de système n'est pas un détail technique. C'est le passage d'une mathématique réservée à une élite de spécialistes à une mathématique accessible à tous. C'est la démocratisation du calcul. Et la démocratisation du calcul est ce qui rend possible le commerce à grande échelle, l'ingénierie de précision et finalement la moderne. Passons à la médecine. Sushruta, dont les travaux furent compilés et enrichis pendant la période Gupta, est l'auteur du Sushruta Samhita, un traité médical qui décrit plus de 300 procédures chirurgicales et identifie plus de 1200 maladies. Parmi ces procédures, la rhinoplastie, reconstruction du nez par greffe de peau, que l'Occident réinventera au XVIIIe siècle et attribuera à des chirurgiens italiens. La chirurgie de la cataracte, décrite en détail avec instruments et techniques spécifiques. L'utilisation de sutures pour fermer les plaies. La classification des instruments chirurgicaux en 125 types différents, chacun adapté à une procédure particulière. Sushruta décrivit aussi le concept de chirurgie reconstructrice, l'idée qu'on peut réparer un corps endommagé en utilisant ses propres tissus. 1200 ans avant que ce concept soit redécouvert en Europe. Charaka, l'autre grand médecin de cette tradition, contribua à ce qu'on appelle l'Ayurveda, littéralement l'A de la vie, avec un niveau de sophistication diagnostique qui confond encore aujourd'hui les historiens de la médecine. Il décrivit le système circulatoire, identifia le cœur comme organe central de la circulation sanguine et développa une pharmacopée de plusieurs centaines de plantes médicinales avec des indications précises d'usage. Il établit aussi un principe éthique fondamental. Le médecin n'est pas là pour gagner de l'argent, il est là pour soigner. Les hôpitaux gratuits que le voyageur Faxian observa avec stupéfaction sous Chandragupta II n'étaient pas un geste politique isolé. Ils étaient l'application concrète d'une philosophie médicale qui posait le soin comme obligation morale plutôt que comme service commercial. Et maintenant, le voyage le sait savoir. Parce que voilà où l'histoire devient vraiment inconfortable. Ces connaissances ne restèrent pas en Inde. Elles voyagèrent vers l'ouest, d'abord vers la Perse sassanide, dont les dirigeants envoyèrent des émissaires à Nalanda et firent traduire des textes indiens en Pélévi, la langue perse de l'époque. De là, elles passèrent au monde islamique naissant, notamment à Bagdad, où le mouvement de traduction du 8e et 9e siècle, la maison de la sagesse, les absorba, les enrichit et les retransmit. Les mathématiciens arabes comme Al-Khwarizmi, dont le nom nous a donné le mot algorithme, furent explicitement les transmetteurs de savoirs indiens vers l'Occident. Ils le disaient eux-mêmes. Leurs traités commençaient souvent par reconnaître la dette envers les hindous, terme qu'ils utilisaient pour désigner les savants indiens. Quand ces textes arrivèrent en Europe, traduits de l'arabe vers le latin par des érudits travaillant en Espagne et en Sicile entre le XIIe et le XIIIe siècle, quelque chose de significatif se produisit dans la chaîne de transmission. L'origine indienne fut souvent oubliée ou minimisée. Les chiffres que nous utilisons aujourd'hui s'appelèrent chiffres arabes, et ils le sont restés, alors qu'ils auraient pu, avec plus de précision historique, s'appeler chiffres indiens. Le zéro fut rebaptisé, à travers son passage arabe, son nom sanskrit shunya, le vide, traduit en al-sifr, puis en zéro en latin. La chaîne d'attribution s'était rompue. Et une fois rompue, elle ne fut jamais vraiment réparée dans la conscience populaire occidentale.
Il faut être précis ici pour ne pas tomber dans le piège inverse. Les mathématiciens et astronomes arabes ne furent pas de simples facteurs qui livrèrent du courrier indien sans l'ouvrir. Ils enrichirent considérablement ses savoirs. Al-Khwarizmi ne fit pas que transmettre l'algèbre indienne. Il la formalisa, la systématisa et l'étendit. Les médecins arabes comme Avicenne ne firent pas que copier Sushruta et Charaka. Ils construisirent sur leur fondation une médecine nouvelle. La transmission des savoirs n'est jamais une photocopie, c'est toujours une transformation. Mais une transformation suppose un original, et l'original, dans ce cas, était indien. Ce que les Gupta accomplirent scientifiquement n'est donc pas une gloire nationale à revendiquer dans des débats d'identité culturelle. C'est un fait historique qui concerne l'humanité entière. Chaque fois qu'un ingénieur calcule la résistance d'un pont, chaque fois qu'un médecin opère une cataracte, chaque fois qu'un programme informatique exécute un algorithme, une chaîne invisible remonte jusqu'à des hommes qui vivaient dans des universités financées par des rois indiens du 5e siècle, qui avaient compris quelque chose d'essentiel. Les civilisations qui survivent ne sont pas celles qui construisent les plus grands murs. Ce sont celles qui forment les esprits les plus libres. Il y a une question que les historiens des civilisations finissent toujours par poser, même s'ils ne la formulent pas toujours ainsi. Est-ce qu'une société peut être grande si elle n'est que puissante ? Rome était puissante, les Mongols étaient puissants, mais les civilisations dont le souvenir nourrit encore les artistes, les philosophes et les rêveurs d'aujourd'hui sont celles qui ajoutèrent à la puissance quelque chose de plus difficile à construire et de beaucoup plus difficile à détruire. Une vision de ce que la vie humaine peut être à son meilleur. Les Gupta avaient cette vision, et ils l'exprimèrent avec une intensité, une sophistication et une originalité qui placent leur production culturelle parmi les sommets absolus de l'histoire humaine. Au centre de cette production, il y a un homme dont le nom devrait être aussi connu en Occident que celui d'Homère ou de Dante. Ce nom, c'est Kalidasa. On ne sait presque rien de la vie de Kalidasa. Pas de date de naissance certaine, pas de biographie établie, pas de portrait. Ce que l'on sait, c'est qu'il vécut et écrivit sous les Gupta, presque certainement à la cour de Chandragupta II, et que ses contemporains le considéraient déjà comme le plus grand poète de la langue sanskrite. Ses œuvres majeures sont au nombre de 7, 2 épopées, 2 poèmes lyriques et 3 pièces de théâtre. 7 œuvres. Et ces 7 œuvres sont suffisantes pour justifier sa place parmi les plus grands écrivains que l'humanité ait jamais produits. Quand les premiers traducteurs européens découvrirent ces textes au XVIIIe siècle, leur réaction fut celle d'hommes qui venaient de trouver quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à trouver là où ils cherchaient. Le philosophe allemand Goethe, en lisant la pièce Shakuntala, écrivit que si l'on voulait nommer en un seul mot les fleurs de la jeunesse, les fruits de l'âge mûr, et tout ce qui enchante l'âme, tout ce qui nourrit et satisfait, il prononcerait le nom de Shakuntala. Ce n'était pas de la politesse diplomatique. C'était la stupéfaction d'un génie reconnaissant un autre génie à travers 15 siècles de distance. Shakuntala. Le titre complet est Abhijnana Shakuntalam, la reconnaissance de Shakuntala, est une pièce de théâtre en 7 actes qui raconte une histoire d'amour, de séparation et de retrouvailles entre un roi et une jeune femme élevée dans une forêt par un sage ascète. Résumée ainsi, elle semble simple. Elle ne l'est pas. Ce que Kalidasa fait avec cette matière narrative dépasse de très loin le cadre du récit romantique. Il explore la mémoire et l'oubli comme condition de l'identité humaine. Il questionne ce que signifie reconnaître quelqu'un qu'on a aimé. Il construit une psychologie des personnages d'une nuance extraordinaire, où les émotions ne sont jamais univoques, où la joie et la mélancolie coexistent dans les mêmes scènes, avec une naturalité qui fait penser au meilleur moment de Shakespeare, lequel ne naîtra que 11 siècles plus tard. La comparaison avec Shakespeare n'est pas une hyperbole. Elle est utilisée régulièrement par des spécialistes des 2 littératures qui connaissent les 2 corpus en profondeur. Mais Kalidasa n'était pas seulement dramaturge. Son poème lyrique Meghaduta,
le messager nuage, est considéré comme l'un des joyaux de la poésie mondiale. Un homme exilé demande à un nuage de porter un message à sa femme qui l'attend au loin. Sur 115 strophes, Kalidasa décrit le voyage imaginaire de ce nuage à travers le paysage indien, ville par ville, rivière par rivière, montagne par montagne. Ce n'est pas une description géographique. C'est une cartographie émotionnelle du désir et de l'absence, où chaque paysage devient un miroir de l'état intérieur du personnage. La capacité de Kalidasa à fusionner le monde extérieur et le monde intérieur dans une même image poétique est une technique littéraire d'une modernité déconcertante. Le genre de modernité qui prouve que certaines choses ne vieillissent pas parce qu'elles touchent à quelque chose d'irréductiblement humain. Mais pourquoi un empire militaire et commercial finançait-il tout cela ? Pourquoi des rois qui géraient des armées, des routes commerciales et des administrations provinciales consacraient-ils une part significative de leurs ressources à des poètes, des musiciens, des sculpteurs et des philosophes ? La réponse Gupta à cette question était ancrée dans une théorie esthétique complète, développée et codifiée pendant cette période, appelée la théorie du rasa. Le mot rasa signifie littéralement suc, essence, saveur. Dans le contexte de l'esthétique indienne classique, il désigne les états émotionnels fondamentaux que l'art peut évoquer chez le spectateur ou le lecteur. 8 rasas furent identifiés et théorisés: l'amour, l'humour, la compassion, la fureur, l'héroïsme, la terreur, le dégoût et l'émerveillement, avec plus tard un 9e ajouté, la paix ou la sérénité. L'art, selon cette théorie, n'est pas une décoration. C'est un instrument de connaissance émotionnelle, un moyen d'accéder à des états d'expérience que la vie quotidienne ne permet pas toujours d'atteindre. Un poème réussi, une sculpture accomplie, une performance musicale maîtrisée ne divertissent pas seulement. Ils éduquent l'âme. Ils élargissent la capacité humaine à ressentir, à comprendre, à être pleinement présent dans l'expérience de vivre. Cette théorie du rasa explique pourquoi l'art Gupta n'est jamais décoratif au sens superficiel du terme. Regarde les sculptures des grottes d'Ajanta, creusées et peintes pendant la période Gupta. Et tu comprends immédiatement ce que veut dire une civilisation qui pense la beauté comme une commune. Les figures représentées, princes, dieux, musiciens, amantes, ont des corps qui semblent avoir une vie intérieure, visible de l'extérieur. Les postures ne sont pas des poses figées, ce sont des moments saisis dans un mouvement continu, des instants où l'émotion traverse le corps et le transforme de l'intérieur. Les peintres qui travaillèrent à Ajanta ne représentaient pas des corps, ils représentaient des états d'être. Cette distinction est énorme. Elle marque la différence entre un art qui montre et un art qui révèle. La musique de la période Gupta fut elle aussi codifiée, avec une rigueur qui témoigne de la même approche systématique. Le Natya Shastra, traité fondateur de la musicologie et de la dramaturgie indienne, dont la rédaction finale fut probablement achevée pendant cette période, décrit avec une précision extraordinaire les modes musicaux, leurs effets émotionnels respectifs, les circonstances dans lesquelles chaque mode doit être utilisé. Jouer tel raga au lever du soleil produit tel état intérieur. Jouer tel autre au crépuscule produit un état différent. Ce n'est pas de la superstition. C'est une psychologie de l'écoute musicale, une théorie de la façon dont certaines structures sonores interagissent avec certains états physiologiques et émotionnels. Une théorie qui sera redécouverte, partiellement et indépendamment, par la musicologie occidentale du XXe siècle. Ce que tout cela dit, au fond, c'est qu'il y eut en Inde, pendant 200 ans, une civilisation qui refusa de séparer ce que nous appelons aujourd'hui les sciences et les humanités. Les mathématiciens écrivaient en vers, les poètes théorisaient les émotions avec la précision des savants. Les médecins posaient des principes éthiques avant de poser des diagnostics. Les astronomes nommaient leurs découvertes avec la beauté du langage poétique. Cette intégration n'était pas accidentelle. Elle reflétait une vision du monde dans laquelle la connaissance est une.
où comprendre une équation et comprendre un sentiment humain sont deux actes du même mouvement d'intelligence. Si tu cherches une civilisation qui ait réellement traité la beauté comme une forme de savoir et le savoir comme une forme de beauté, tu viens de la trouver. Elle s'appelait l'Empire Gupta, et il est temps que le monde s'en souvienne. Les empires ne meurent pas, ils se vident. De l'intérieur d'abord, si lentement que ceux qui y vivent ne le voient pas, ne peuvent pas le voir, parce que le déclin progressif ressemble trop au quotidien pour être reconnu comme catastrophe. Et puis vient le moment où quelque chose frappe de l'extérieur, et ce qui semblait encore solide s'effondre avec une vitesse qui stupéfie tout le monde, sauf ceux qui regardaient les murs depuis assez longtemps pour avoir vu les fissures. L'Empire Gupta ne fit pas exception à cette loi implacable. Sa chute fut le produit d'une conjonction brutale, une pression extérieure dévastatrice et une fragilité interne que les décennies de splendeur avaient soigneusement dissimulée. Comprendre comment un âge d'or finit, c'est comprendre quelque chose que les livres d'histoire préfèrent souvent taire. La grandeur ne protège pas, elle expose. La menace extérieure avait un nom, les Hephthalités, que les sources indiennes appellent les Hunas. Ces peuples des steppes d'Asie centrale n'étaient pas une armée au sens classique du terme. C'était une force de là, en mouvement. Des cavaliers nomades d'une mobilité et d'une férocité qui rendirent obsolètes d'un seul coup les tactiques militaires que les Gupta avaient perfectionnées pendant un siècle. Là où l'armée Gupta excellait dans les batailles rangées, dans la coordination de l'infanterie, de la cavalerie et des éléphants de guerre sur des terrains contrôlés, les Hunas frappaient en éclairs, se dispersaient avant la contre-attaque, revenaient là où on ne les attendait pas. Ils n'avaient pas besoin de gagner des batailles décisives. Ils avaient besoin de saigner l'Empire à blanc, raid après raid, saison après saison, jusqu'à ce que le système s'épuise. Les premières incursions des Hunas dans le nord-ouest du sous-continent commencèrent vers la fin du règne de Kumaragupta Ier, vers l'an 455 de notre ère. Son fils, Skandagupta, prit le pouvoir dans ce contexte de crise militaire aiguë et fit quelque chose que les inscriptions de l'époque célèbrent avec une emphase qui dit à quel point la victoire parut miraculeuse. Il stoppa les Hunas. Temporairement, au prix d'un effort militaire colossal qui vida les caisses de l'Empire et épuisa ses ressources humaines, il repoussa l'invasion. Les inscriptions de Skandagupta le glorifient comme un sauveur, un héros qui avait relevé la terre de sa chute imminente. Ces inscriptions disent la vérité. Elles disent aussi, sans le vouloir, à quel point la situation était devenue désespérée pour qu'une victoire défensive soit célébrée comme une renaissance. Mais Skandagupta mourut sans héritier clairement désigné, vers l'an 467 de notre ère, et c'est là que la gangrène interne fit son œuvre. La guerre de succession qui suivit ne fut pas une bataille ouverte et décisive, ce genre de guerre est presque propre dans son horreur, ce fut une fragmentation progressive, des loyautés qui se divisèrent, des gouverneurs provinciaux qui commencèrent à agir de façon de plus en plus autonome, des branches latérales de la famille royale qui revendiquèrent des territoires séparés. L'Empire Gupta ne s'effondra pas comme un mur qu'on démolit. Il se désagrégea, comme un tissu qu'on tire en tous sens simultanément, chaque tension individuelle semblant supportable jusqu'au moment où l'ensemble cède. Les routes commerciales furent parmi les premières victimes de cette instabilité croissante. Et leur déclin fut catastrophique, parce que l'économie de l'Empire Gupta reposait de façon significative sur elle. Le commerce avec l'Empire romain d'Orient, avec la Perse, avec l'Asie du Sud-Est, avait généré pendant des décennies une prospérité qui finançait les universités, les hôpitaux, les temples, les cours royales peuplées de savants et de poètes. Quand la sécurité des routes s'effondra, quand les marchands cessèrent de passer parce que le risque dépassait le bénéfice potentiel, les rentrées fiscales s'asséchèrent. Et quand les rentrées fiscales s'asséchèrent, les institutions qui dépendaient du financement royal commencèrent à mourir de faim. Nalanda résista longtemps.
Sa réputation internationale lui permit d'attirer des dons de royaumes lointains, même quand le pouvoir central Gupta se délitait. Mais Nalanda aussi finit par être affecté. Les Hunas revinrent. Cette fois, il n'y avait pas de Skandagupta pour les arrêter. Vers l'an 480 de notre ère, sous leur chef Toramana, puis sous son fils Mihirakula, que les sources indiennes décrivent avec une horreur qui dit beaucoup sur ce que fut son passage, les Hunas submergèrent le nord-ouest du sous-continent. Mihirakula était le genre d'envahisseur dont les civilisations gardent le souvenir traumatique pendant des générations. Les sources bouddhistes le décrivent détruisant des monastères, massacrant des moines, rasant des villes. Le voyageur chinois Xuanzang, qui passa dans ces régions 2 siècles plus tard, décrivit encore des paysages marqués par la dévastation des invasions Hunas, des cités réduites à des ruines, des institutions intellectuelles disparues sans laisser de successeurs visibles. Pourtant, et c'est là un des détails les plus fascinants de cette chute, les Hunas ne détruisirent pas tout. Ils furent eux-mêmes finalement défaits, vers l'an 528 de notre ère, par une coalition de rois indiens, dont certains étaient des vassaux Gupta et d'autres des puissances régionales indépendantes. Mihirakula fut chassé, son empire des steppes en Inde s'effondra. Mais les dommages étaient faits, et surtout, l'empire Gupta en tant qu'entité politique cohérente n'existait plus vraiment. Ce qui restait sous le nom Gupta était une série de petits royaumes qui portaient le nom de la dynastie, mais sans le territoire, sans les ressources, sans l'autorité centrale qui avait rendu l'âge d'or possible. Le nom survivait. L'empire, lui, était mort. Il y a une dimension de cette chute que les récits militaires tendent à négliger et qui me semble essentielle. La destruction de Nalanda, pas lors des invasions Hunas, mais bien plus tard, au XIIe siècle de notre ère, lors des invasions des armées de Bakhtiyar Khilji, fut le coup de grâce symbolique porté à tout ce que les Gupta avaient construit intellectuellement. Des centaines de milliers de manuscrits brûlèrent. Des textes mathématiques, médicaux, philosophiques et littéraires, qui n'avaient pas été copiés ailleurs, disparurent pour toujours. On dit que la bibliothèque brûlera pendant des mois. On ne sait pas si c'est littéralement vrai. Ce qui est vrai, c'est que ce qui fut perdu là ne fut jamais entièrement retrouvé, et que l'humanité entière en paya le prix, sans jamais vraiment savoir ce qu'elle avait perdu. Voilà ce que la chute des Gupta enseigne, si on accepte de la regarder sans détourner les yeux. Un empire peut atteindre des sommets scientifiques, artistiques et philosophiques que le monde n'avait jamais vus. Il peut produire le zéro, opérer des cataractes, écrire Shakuntala, théoriser la rotondité de la Terre. Et il peut quand même tomber. Pas parce que ses accomplissements ne valaient rien, mais parce que la grandeur intellectuelle ne suffit pas, à elle seule, à résoudre les contradictions politiques d'une succession mal préparée, ni à arrêter des cavaliers des steppes qui n'ont aucune raison de respecter ce qu'ils ne comprennent pas. La chute des Gupta n'est pas une leçon sur la fragilité de la culture face à la barbarie. C'est une leçon sur la fragilité de toutes les choses humaines, même les plus belles, même les plus nécessaires. Et c'est précisément pour cela qu'il faut s'en souvenir. On arrive au bout de cette histoire. Et je veux qu'on s'arrête un moment avant de conclure, parce que la vraie question n'a pas encore été posée franchement. Pas la question de ce que les Gupta furent, on a répondu à ça. Pas la question de pourquoi ils tombèrent, on a répondu à ça aussi. La vraie question, celle qui me taraude depuis le début, c'est celle-ci. Comment est-il possible qu'une civilisation qui inventa le zéro, qui opéra des cataractes, qui produisit Kalidasa, qui calcula la circonférence de la Terre avec une précision stupéfiante, qui bâtit l'université la plus avancée du monde antique, comment est-il possible qu'une telle civilisation soit pratiquement absente des grandes narrations que l'humanité se raconte sur elle-même? Ce n'est pas un oubli accidentel. Les oublis accidentels ne durent pas des siècles.
Ce qui dure des siècles, c'est ce qu'on a décidé, consciemment ou non, de ne pas regarder. Commençons par l'explication la plus honnête, même si elle est inconfortable. L'histoire mondiale, telle qu'on enseigne encore dans la plupart des systèmes éducatifs occidentaux, fut construite à une époque précise, par des gens précis, avec des objectifs précis. Le 19e siècle européen, celui de la colonisation globale, avait besoin d'un récit qui justifiait sa domination. Ce récit exigeait une ligne directe, propre et lisible, de la grandeur grecque à la Rome impériale, de Rome à la chrétienté médiévale, de la chrétienté à la Renaissance italienne, de la Renaissance aux Lumières françaises et anglaises, des Lumières à la Révolution industrielle britannique, une généalogie de la civilisation qui partait de la Méditerranée et arrivait à Londres et à Paris. Dans ce récit, il n'y avait pas de place pour une civilisation indienne qui aurait démontré que les sommets de l'intelligence humaine ne sont pas la propriété exclusive de l'Occident. Pas parce que les faits étaient inconnus. Les orientalistes européens du XVIIIe et XIXe siècle connaissaient les Guptas. Mais parce que les intégrer pleinement dans le récit dominant aurait fissuré les fondations idéologiques de ce récit. Mais cette explication, aussi réelle qu'elle soit, n'est pas complète. Parce qu'elle exonère trop facilement ceux qui ne sont pas des colonisateurs. La vérité, c'est que l'Inde elle-même ne porta pas toujours les Guptas comme elle aurait pu le faire. Les dynasties qui succédèrent aux Guptas avaient leur propre héros fondateur à célébrer, leur propre généalogie légitimante à construire. Les Moghols, qui régnèrent sur une grande partie du sous-continent pendant 3 siècles, n'avaient aucun intérêt particulier à glorifier une civilisation hindoue et bouddhiste pré-islamique. Et quand les nationalistes indiens du XXe siècle commencèrent à chercher dans l'histoire des sources de fierté collective, ils trouvèrent les Guptas, mais ils les trouvèrent parfois de façon sélective, en amplifiant certains aspects et en négligeant d'autres. En faisant des symboles d'une pureté culturelle qui trahissait justement ce qui avait fait leur grandeur, leur ouverture, leur syncrétisme, leur capacité à absorber et à intégrer des influences multiples sans perdre leur cohérence. Il y a aussi une raison plus structurelle, plus froide. Les Guptas n'ont pas laissé de texte fondateur unique qui soit devenu un classique mondial. Ils n'ont pas leur Iliade, leur Bible, leur Coran, un livre qui traverse les siècles, porté par des communautés entières dont l'identité se définit en partie par ce texte. Les œuvres de Kalidasa sont extraordinaires, mais elles supposent d'une familiarité avec le sanskrit, avec la mythologie hindoue, avec des codes culturels qui ne sont pas universellement partagés. Les découvertes scientifiques des mathématiciens Gupta voyagèrent, mais elles voyagèrent sans leur étiquette d'origine, absorbées dans le flux anonyme de la transmission des savoirs. Un empire dont le legs intellectuel fut transmis sans attribution n'existe pas dans la mémoire collective. Il disparaît dans ses propres contributions. Et maintenant, ce que tout ça dit de nous. Pas de l'Europe du XIXe siècle. De nous, aujourd'hui, en ce moment. Parce que l'oubli des Guptas n'est pas une affaire réglée. Un crime historique, jugé et condamné, dont on pourrait se laver les mains en disant « c'était avant ». Regarde les manuels scolaires de la plupart des pays occidentaux. Regarde les grandes expositions sur les civilisations antiques dans les musées les plus fréquentés du monde. Regarde les listes de lecture canoniques dans les universités de prestige. Les Guptas y sont marginaux. Quand ils apparaissent, c'est souvent en note de bas de page, en parenthèse, en appart curieux, plutôt qu'en pilier du récit. Ce n'est pas de la malveillance active, c'est de l'inertie. Et l'inertie, dans ce domaine, produit exactement les mêmes effets que la malveillance. Une image déformée de ce qu'est la civilisation humaine, de qui en fut les acteurs majeurs, de quel peuple mérite d'être célébré et étudié. Cette image déformée a des conséquences réelles.
Elle nourrit, souvent de façon inconsciente, une hiérarchie implicite des civilisations qui présente certaines cultures comme naturellement productrices de grandeur et d'autres comme naturellement réceptrices. Elle prive des milliards de personnes d'une part de leur propre héritage intellectuel. Et elle appauvrit tout le monde, y compris ceux dont la civilisation est surreprésentée dans le récit dominant. Parce qu'une carte incomplète est une mauvaise carte, et qu'on ne peut pas comprendre où on va si on ne comprend pas correctement d'où on vient. Mais voilà ce qui me donne quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Le fait que tu sois encore là, que tu aies écouté jusqu'ici, que l'histoire de Chandragupta Ier et de son mariage stratégique, de Samudragupta et de ses conquêtes poétiques, de Chandragupta II et de ses 9 joyaux, d'Aryabhata et de son traité révolutionnaire, de Kalidasa et de sa cartographie émotionnelle du désir, le fait que tout ça t'ait retenu, ça dit quelque chose. Ça dit que les histoires vraies, les histoires complètes, n'ont pas besoin d'être simplifiées pour être captivantes. Elles ont juste besoin d'être racontées. Et elles ont besoin d'être cherchées là où la paresse intellectuelle ne cherche jamais, là où le récit dominant dit qu'il n'y a rien à voir. Il n'y a pas de leçon propre à tirer des Gupta. Il n'y a pas de morale simple qui résumerait 200 ans d'histoire en une formule applicable à ta vie de demain. Les empires ne sont pas des fables. Mais si je devais pointer vers une seule chose, une seule idée que cette histoire porte et que je trouve encore brûlante d'actualité, ce serait celle-ci. Les Gupta, à leur apogée, choisirent de mesurer leur grandeur à l'aune de ce qu'ils produisaient intellectuellement et artistiquement, autant qu'à l'aune de ce qu'ils conquéraient militairement. Ils choisirent de financer les universités avant les arsenaux. Ils choisirent la tolérance religieuse comme politique d'État, non pas parce qu'ils étaient naïfs sur la dignité humaine, mais parce qu'ils avaient compris que la diversité des pensées, quand elle est protégée plutôt que réprimée, produit des résultats que l'uniformité ne produit jamais. Ces choix sont toujours disponibles. Pour des individus, pour des institutions, pour des sociétés entières. Ils ne garantissent pas l'immortalité. Les Gupta eux-mêmes nous l'ont montré. Mais ils sont la différence entre laisser derrière soi quelque chose qui compte et laisser derrière soi, simplement, des ruines. L'Empire Gupta a choisi de laisser quelque chose qui compte. Le zéro est là pour en témoigner.